de vous être inscrits en si grand nombre pour cet après-midi du webinaire GT2. Alors moi, je vais vous parler de ionométallurgie, comme l'a dit Eric, et plus particulièrement ce que peuvent apporter les solvants ioniques au recyclage des métaux. Alors, je vais commencer par une définition, la première définition de la ionométallurgie qui a été donnée par Abbott en 2013. Donc, ionometallurgy is the processing of metals using ionic liquids. Donc, les liquides ioniques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des solvants, donc ce sont à la base, on appelle un liquide ionique un sel fondu à basse température de fusion, typiquement inférieur à 100 degrés, et certains sont liquides à température ambiante. Donc, cette basse température de fusion, elle est liée au fait qu'on a une association d'ions qui sont généralement volumineux. Et donc, il y en a forcément un des deux qui est organique. Et donc, les interactions faibles entre les ions font qu'on a une basse température de fusion. Alors, quel type d'ion on va retrouver dans ces liquides ioniques? On va trouver ici, généralement, ce sont les cations qui sont organiques, donc des cations organiques volumineux. On va pouvoir trouver des ammoniums quaternaires, des ions imidazolium, pyrrolidinium. On va pouvoir trouver également des ions sulfonium ou encore des ions phosphonium. Et à ces cations organiques sont associés soit des anions organiques également. Vous avez ici le cas du bistrifluorométhyl sulfonyl imide qui est noté TFSI- ou NTF2-. On peut y associer également des anions inorganiques plus classiques tels que les halogénures, BF4- ou encore l'ion dicyanamide que vous trouvez ici. Donc, on comprend très rapidement que lorsque l'on utilise des liquides ioniques, eh bien, on va avoir une quasi-infinité de combinaisons possibles, d'autant que l'on peut faire varier la longueur, par exemple ici, de la chaîne alkyle qui est portée par le cation. Et plus récemment, donc, on a encore étendu le panel des possibilités puisqu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur des mélanges de liquides ioniques, c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple deux cations différents et un anion, deux anions, un cation, deux cations, deux anions, ce qui va permettre en fait d'avoir une grande modularité dans les propriétés possibles de ces solvants et on va donc pouvoir moduler les propriétés en fonction de l'application visée. Alors, c'est ce qui a fait que les liquides ioniques, au début des années 2000, il y a eu un grand boom en fait, dans la recherche d'applications avec ces nouveaux solvants. Donc, des solvants très prometteurs de par leurs propriétés modulables, mais également parce qu'ils avaient une connotation chimie verte. Alors, attention, c'est une connotation qu'ils n'ont plus vraiment, parce qu'ils ne sont pas vraiment verts en réalité. Le seul côté vert qu'ils ont, je dirais, c'est leur très faible tension de vapeur et le fait qu'ils soient donc quasi ininflammables et peu corrosifs. Donc, on a un aspect sécurité industrielle et chimie douce qui est relativement intéressant. En revanche, ce sont des solvants qui restent très coûteux. Alors, la gamme de prix, elle est extrêmement variable. Elle va dépendre, bien entendu, de la nature du cation et de l'anion utilisé. Et donc, ils ne sont pas si verts que ça. Ce qui veut dire que ces liquides ioniques, on ne va pas les utiliser à tort et à travers, on va les utiliser dans des utilisations pertinentes. Il faut que ça soit pertinent d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Et surtout, on va avoir une attention particulière quant à leur recyclage. Alors, si je prends un schéma très simple d'hydrométallurgie, donc ça veut dire qu'on va utiliser finalement ces liquides ioniques de manière préférentielle lorsque les procédés existants vont générer un volume important d'effluents dangereux ou utiliser des réactifs dangereux. Donc, ça va être dans des étapes, par exemple, de lixiviation ou encore des étapes de purification. Et les liquides ioniques sont très populaires dans toutes les applications de type extraction liquide-liquide, en remplacement des solvants et des extractants organiques moléculaires classiques qui, eux, sont volatiles. Donc, on va les utiliser typiquement pour faire de la séparation de mélanges complexes d'ions métalliques. Alors, ces liquides ioniques, évidemment, dans ces cas-là, on va utiliser des liquides ioniques plutôt hydrophobes, de manière à avoir une séparation de phase. Donc, certains des liquides ioniques sont hydrophobes, d'autres sont hydrophiles. Et on va utiliser leurs propriétés coordinantes. Donc, les propriétés chélatantes des liquides ioniques, elles sont données soit par la nature de l'anion, on va avoir des anions par exemple halogénures ou dicyanamide, soit par l'utilisation d'ions particuliers. Donc, on va faire un travail de synthèse organique et l'on va par exemple greffer une fonction chélatante sur un des ions du liquide ionique. Donc, ici par exemple, ça va être le cation. Donc, cette fonction chélatante, elle va être spécifique par exemple, du métal que l'on veut extraire. Alors, pour illustrer le caractère coordinant de ces liquides ioniques, j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve très esthétique. On a une jolie palette de couleurs ici où on voit donc un certain nombre de liquides ioniques avec des anions différents.
Et en fait, c'est un sel de cuivre 2 qui a été solubilisé dans différents solvants ioniques. Et donc, on voit donc, ce beau panel de couleurs qui est lié donc, à la formation des différents complexes. Alors, le liquide ionique, il peut être utilisé en extraction liquide-liquide, soit comme simple extractant, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans un solvant moléculaire classique. Vous avez l'exemple ici des travaux de Wang. On va avoir un liquide ionique avec un cation guanidinium et un anion bromure qui va être utilisé donc, dans du CHCl3, du chloroforme. Et on voit que les performances sont assez intéressantes puisqu'on a une extraction ici sélective du platine vis-à-vis de différents métaux de base. Et on a une bonne robustesse du système puisqu'on a une répétabilité au cours des cycles extraction des extractions. Alors ensuite, un peu plus intéressant, on va pouvoir utiliser ces liquides ioniques lorsqu'ils sont hydrophobes directement comme solvants. Donc on élimine complètement l'utilisation du solvant moléculaire volatile. On va utiliser soit des liquides ioniques simples, ils ont aussi des propriétés extractantes, même lorsqu'ils n'ont pas visiblement d'espèce de fonction chélatante ou d'anion chélatant. Ils vont être certainement moins sélectifs que des liquides ioniques qui ont pu être développés spécifiquement donc pour l'extraction liquide-liquide sélective de certaines espèces, qu'on appelle les liquides ioniques à tâche spécifique, TIL en anglais. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire où vous avez une fonction chélatante ici qui va être greffée sur le cation, ça peut être l'anion d'ailleurs également. Donc, vous avez l'exemple ici d'un cation ammonium quaternaire sur lequel a été greffée une fonction phosphonate. Donc, c'est un travail qui a été réalisé à l'ICSM dans le cadre d'un projet ANR. Donc, c'est un liquide ionique qui a été développé pour extraire sélectivement le tantale d'un mélange complexe de D3E. Donc, on voit ici la bonne sélectivité du liquide ionique à tâche spécifique ainsi que sa robustesse au cours des cycles d'extraction des extractions. Et d'ailleurs, une des extractions qui est simplement faite par contact avec une phase aqueuse ammoniacale, on va récupérer un oxyde de tantale. Donc, les liquides ioniques à tâche spécifique, ils vont pouvoir être utilisés soit purs, soit en solution dans un liquide ionique solvant. Ça serait une solution moins coûteuse parce que, bien évidemment, ce genre de liquide ionique, ça a un prix relativement élevé. Alors, j'en terminerai avec les liquides ioniques pour l'extraction liquide-liquide avec un cas un peu particulier, on va dire des liquides ioniques qui permettent de mettre en œuvre une extraction liquide-liquide par variation de température. Et je trouve que c'est une application qui est très élégante pour l'extraction de métaux. C'est ce qu'on appelle les systèmes aqueux biphasiques, donc basés sur des liquides ioniques. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous avez en fait une phase riche en liquide ionique, une phase riche en eau, et en fonction de la composition de ce mélange et de la température, vous pouvez avoir soit deux phases. Donc, si on regarde le diagramme binaire ici, vous avez tout un domaine où vous avez un domaine biphasique. Et par exemple, si je prends un mélange ici à 50-50, eh bien, en augmentant la température, on obtient une seule phase, donc un mélange monophasique, comme vous le voyez ici sur l'image de droite. Lorsque la température diminue, donc là, on a du cuivre que l'on retrouve dans une seule phase, constitué donc du mélange d'eau et du liquide ionique. Et lorsqu'on abaisse la température, eh bien, le cuivre se trouve extrait sous forme de complexe dans la phase liquide ionique. Donc, c'est des travaux qui ont été, enfin, ce sont des liquides ioniques qui ont été très étudiés par Binmans, également par Isabelle Billard. Donc, Binmans, il a d'ailleurs récemment publié quelque chose de très intéressant concernant le traitement des aimants permanents, où dans ces cas-là, eh bien, on a une sélectivité qui est assez intéressante parce que les terres rares vont rester dans la phase riche en eau, alors que le fer va rester piégé dans le liquide ionique. Alors ensuite, la désextraction, eh bien, elle se fait pardon, j'avais oublié ça. Donc, effectivement, un intérêt encore plus marqué pour ce type de liquide ionique, c'est lorsque l'on va utiliser des liquides ioniques, donc des systèmes biphasiques, où on a un des composants qui a des propriétés acides. Vous avez par exemple ici la bétaïne qui est protonée, et cette bétaïne protonée va permettre en fait de lixivier des oxydes, et notamment ici, donc, on a une lixiviation de l'oxyde de cuivre, extraction du cuivre dans la phase liquide ionique, et ensuite, donc la désextraction se fait par contact avec une phase aqueuse acide. On va pouvoir régénérer comme ça la bétaïne protonée, donc la bétaïne qui était engagée dans le complexe avec le cuivre, et on va donc désextraire le cuivre dans la phase aqueuse. Donc voilà, je trouve que ce sont des systèmes qui sont assez originaux et assez élégants pour faire de l'extraction de métaux. J'en terminerai vraiment cette fois-ci avec l'extraction liquide-liquide. On ne peut pas passer à côté donc, des liquides ioniques en phase supportée.
C'est-à-dire qu'un des désavantages des liquides ioniques, c'est leur coût élevé notamment. Et pour limiter ces coûts, il y a une solution qui est de les utiliser sur des phases supportées type résine, capsule, membrane ou encore nanoparticules. Ici, vous avez l'exemple de particules de silice mésoporeuses sur laquelle on a donc mis une fine couche de liquide ionique. C'est un liquide ionique fonctionnalisé, liquide ionique à tâche spécifique, donc qui va permettre d'extraire les métaux du groupe du platine. Donc l'intérêt, c'est bien évidemment ici, comme j'ai dit précédemment, de limiter les coûts, mais également d'améliorer le transfert de matière, puisque les liquides ioniques sont des milieux relativement visqueux. Donc on va aussi améliorer cet aspect-là. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure que ces liquides ioniques, ils n'étaient pas très verts, et puis que donc les liquides ioniques sont coûteux, comme je viens d'en parler. Et je voudrais maintenant vous présenter un autre type de solvant ionique qu'on appelle les solvants eutectiques profonds, ou DES, Deep Eutectic Solvent en anglais, comme une éventuelle alternative économique et verte à ces liquides ioniques. Alors les DES, c'est un petit peu plus récent que les liquides ioniques, on va dire, dans le développement en recherche. Ça a été pour la première fois mentionné par Abbott, encore lui. Donc Abbott qui a dit que des mélanges de sel d'ammonium quaternaire avec de l'urée avait une température de fusion particulièrement basse, donc on pouvait former un mélange eutectique, et ces mélanges eutectiques avaient des propriétés très intéressantes, notamment dans l'ionométallurgie. Donc c'est l'intérêt aussi de ces composés, et c'est qu'ils sont donc composés de deux deux réactifs qui sont disponibles commercialement. Donc déjà, on a un coût qui est forcément plus modéré. Ils sont très souvent basés sur des réactifs biodégradables, et donc on a un aspect développement durable qui est bien plus marqué que pour les liquides ioniques. Donc, ces solvants eutectiques profonds, ils sont donc préparés en mélangeant deux types de composés. Des composés de type accepteur de liaison hydrogène, comme ici la chlorure de choline, et des composés de type donneur de liaison hydrogène, comme l'urée que vous voyez ici. Et lorsqu'on mélange ces deux composés dans des proportions spécifiques, on va obtenir un mélange eutectique par formation donc, de liaison hydrogène entre les deux composés, et on va obtenir des températures de fusion qui sont beaucoup plus basses que les deux composés de départ. Par exemple, ici, ce mélange-là, qu'on appelle encore la reline, à une température de fusion de l'ordre de 12 degrés, alors que les composés initiaux ont des températures de fusion qui sont bien au-delà de la centaine de degrés. Alors, on obtient pour les solvants eutectiques donc des diagrammes binaires de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces composés, ils interagissent plutôt favorablement, et que l'on obtient très souvent des températures eutectiques qui sont plus faibles que ce qu'on pourrait calculer pour un mélange idéal. Et donc, on va retrouver des températures eutectiques qui sont relativement basses, ce qui est intéressant puisqu'on va pouvoir avoir un domaine de composition liquide à température ambiante qui est quand même relativement important, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule composition, ou en tout cas un domaine restreint de composition pour lesquels on a un mélange liquide. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme type de composants là-dedans? Donc, on a des donneurs de liaison hydrogène, comme l'éthylène glycol ou l'urée, dont je viens de vous parler, mais également des acides carboxyliques, comme l'acide décanoïque que vous voyez ici. Pour ce qui est des accepteurs de liaison hydrogène, le chlorure de choline, très populaire, mais également la bétaïne. Et puis, on va trouver toute une série de composés, ici, toute une famille de composés biosourcés, qu'on retrouve de plus en plus dans les articles scientifiques récents. Par exemple, des sucres. On va retrouver également des acides aminés, d'autres types d'acides biosourcés, tels que l'acide citrique, par exemple. Et lorsque ces composants sont biosourcés, on appelle ça des NADES, Natural Deep Eutectic Solvents. C'est un terme qui est assez récent, qui a donc 10 ans. Et puis enfin, dernière catégorie de ces Deep Eutectic Solvents, encore plus récents, ce sont les HDES, donc des solvants eutectiques profonds hydrophobes, parce qu'il faut savoir que généralement, les Deep Eutectic Solvents sont plutôt hydrophiles. Donc ça va permettre probablement dans les années à venir d'étendre le panel d'applications possibles pour ce type de solvant. Donc, comme on le voit, c'est comme pour les liquides ioniques, on a finalement un nombre de combinaisons très importantes possibles. On peut avoir également des proportions variables et donc des propriétés modulables. Donc maintenant, si on compare ces deux types de solvants, j'ai repris ici un schéma qui se trouve dans un article récent des techniques de l'ingénieur qui concerne les DES.
Eh bien, on voit que les points communs, c'est donc ils sont liquides dans une large plage de température, faiblement volatiles, des propriétés modulables, relativement stables. Je reviendrai là-dessus par la suite. Et surtout capables de solubiliser des composés organiques et inorganiques, ce qui, dans le domaine du recyclage, est particulièrement important, bien entendu. Ensuite, si on regarde les différences entre les deux, eh bien, dans cette comparaison, c'est vraiment en défaveur des liquides ioniques, puisque vous voyez ici qu'on trouve souvent onéreux avec synthèse difficile, peu onéreux de l'autre côté, faiblement toxique contre potentiellement toxique, bonne biodégradabilité contre faible biodégradabilité. Donc là, le match, il est définitivement perdu si on regarde uniquement ce tableau pour les liquides ioniques. Et moi, j'aimerais modérer quand même un petit peu ce constat en disant que finalement, les liquides ioniques, ils peuvent avoir quand même un certain nombre d'avantages par rapport aux deep eutectic solvents pour certaines applications particulières. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les DES, ils sont le plus souvent hydrophiles. On a quand même un très grand panel de liquides ioniques hydrophobes qui permettent notamment de faire de l'extraction liquide-liquide. Ils ont souvent une hygroscopie assez élevée et leur stabilité à long terme, elle est plus faible généralement que celle des liquides ioniques qui ont plutôt une bonne stabilité chimique et thermique. Et très souvent, les DES sont plus visqueux que les liquides ioniques. Alors ça, il ne faut pas faire une généralité non plus, mais on va dire que dans la plupart des cas, les DES sont plutôt très visqueux, surtout quand on s'intéresse à des DES composés de réactifs biosourcés comme le menthol ou l'acide décanoïque, par exemple. Donc là, on voit qu'on rétablit un petit peu l'équilibre quand même entre les deux types de solvants. Alors, il y a un autre point commun qui va m'amener à la deuxième partie de mon exposé, qui est en fait que les liquides ioniques donc, sont composés d'ions, c'est-à-dire que ce sont des conducteurs intrinsèquement, des conducteurs ioniques, et certains DES le sont également. Donc pas tous, mais certains DES qui contiennent des ions, donc sont de bons conducteurs. Et on peut trouver dans les deux catégories des solvants qui ont une bonne stabilité électrochimique. Donc moi, en tant qu'électrochimiste, du coup, ce type de solvants, les uns et les autres m'intéressent. Et d'ailleurs, les deep eutectic solvents ont été particulièrement beaucoup étudiés en remplacement des liquides ioniques pour les procédés électrochimiques. Ils représentent donc dans cette catégorie de procédés une alternative très intéressante aux liquides ioniques. Alors, si je reprends maintenant donc, mon synoptique tout simple d'hydrométallurgie, on va de nouveau se placer dans des conditions où les procédés actuels vont utiliser des effluents, utiliser des réactifs dangereux, générer des effluents en volume important, pas particulièrement sympathiques. Et donc là, on va taper plutôt dans le domaine de la lixiviation, par exemple. Donc la lixiviation de métaux ou encore d'oxydes difficilement lixiviables. Donc moi, je vais m'intéresser en tant qu'électrochimiste plutôt à la lixiviation de métaux nobles, par exemple. Et donc, on va pouvoir utiliser dans ces cas-là des solvants ioniques, puisqu'ils ont une grande stabilité électrochimique et une conductivité intrinsèque. Ils vont permettre de faire notamment de l'électrolixiviation, donc de métaux nobles. On peut faire également de la lixiviation d'oxydes, puisque un certain nombre d'oxydes sont très facilement solubles dans les DES notamment. Alors, l'intérêt des liquides ioniques et des DES pour la lixiviation, ça va être donc qu'ils sont fortement coordinants et notamment que, en général, la fonction qui est latente, c'est soit l'anion, quand c'est un liquide ionique à tâche spécifique, elle est greffée sur le cation, mais elle fait partie intégrante du solvant. Donc, contrairement au milieu aqueux classique, on va avoir une concentration élevée en ligand dans ces milieux-là. Alors, la bonne stabilité électrochimique, je l'ai dit, c'est intéressant pour faire de l'électrolixiviation, mais c'est également intéressant pour récupérer le métal par électrolyse à la suite de ces étapes de lixiviation. Alors, j'ai mis aussi une photo colorée, un petit peu comme tout à l'heure. Donc là, on trouve aussi une palette de couleurs très, très jolie, je trouve. Ça concerne donc, des oxydes métalliques particulièrement solubles, généralement dans les solvants eutectiques profonds. Voilà, donc là, on a des oxydes de vanadium, de chrome, de manganèse, ainsi que des oxydes de métaux de base qui sont facilement solubilisés dans ce type de solvant. Alors, en ce qui concerne les DES, c'est pas nouveau. Encore une fois, on retrouve les travaux d'Abbott. En 2008, Abbott a développé un pilote pour la récupération du zinc et du plomb à partir des poussières d'aciérie électrique par dissolution de ces oxydes en fait, métalliques et récupération par électrolyse. Donc, il y a, on va dire, des procédés qui sont tout à fait envisageables avec ce type de solvant.
Alors moi, je vais m'intéresser plutôt à une application purement électrochimique et je vais vous parler de couplage électrolixiviation électrodépôt. Donc là, on va parler d'électrolixiviation directe, c'est-à-dire d'oxydation du métal qui va être porté en anode. Donc on imagine un métal ou un mélange de métaux qui va être porté ici en anode dans un réacteur électrochimique. Donc, on va oxyder le métal ou les métaux en présence d'un ligand. On va former un complexe métallique qui va ensuite être réduit à la cathode. Et on va donc déposer le métal et libérer le ligand, ce qui va permettre de régénérer ce ligand dans la solution. Alors, c'est un procédé qui est développé au laboratoire depuis un grand nombre d'années en milieu aqueux et qu'on développe là, avec Eric depuis à peu près, je dirais, 7 ans, depuis le début de la thèse de Maxime Balva, donc en solvant ionique. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement pour ces solvants ioniques à ce qui ne se fait pas en milieu aqueux, donc plutôt des métaux difficilement lixiviables et plus particulièrement les métaux précieux. Donc, la lixiviation peut être sélective et si jamais la lixiviation ne l'est pas, eh bien, on peut essayer de faire un électrodépôt sélectif. Alors, cette sélectivité, elle peut être obtenue par modulation soit de la composition de l'électrolyte, donc ça va être la nature du solvant ionique utilisé, la concentration en ligand, et donc sa composition de manière générale. Et on pourra jouer également sur les paramètres d'électrolyse, c'est-à-dire potentiel ou densité de courant imposée. Alors historiquement, on a commencé par utiliser des mélanges de liquide ionique. Pourquoi des mélanges? Eh bien parce que les liquides ioniques qui vont permettre de lixivier, enfin, d'électrolixivier les métaux nobles sont des liquides ioniques à base d'halogénure qui vont avoir soit une température de fusion élevée, soit être extrêmement visqueux, ce qui n'est absolument pas favorable pour le transport de matière. Et donc, on va utiliser un mélange, on va utiliser un liquide ionique complexant que l'on va mélanger avec un liquide ionique diluant qui va jouer en fait le rôle de solvant. Donc, chacun va jouer son rôle. On va avoir deux anions, un anion complexant ici qui va jouer évidemment le rôle de ligand et un anion diluant qui lui va conférer au mélange des propriétés de transport favorables, faible viscosité et bonne conductivité notamment. On a pris pour simplifier les choses un cation commun, un cation imidazolium, qui est bien connu pour conférer au liquide ionique des propriétés de transport qui soient plutôt favorables. Bien évidemment, on va aussi avoir un intérêt à choisir des anions et des cations de stabilité chimique et électrochimique suffisante pour pouvoir électrolixivier et électrodéposer ces métaux. Donc, les premiers travaux ont été faits dans le cadre de la thèse de Maxime Balva. L'objectif, c'était de récupérer le platine qui était contenu dans des électrodes de pile à combustible usagées. Donc, on place ici l'électrode de pile à combustible qui est un déchet conducteur. On le place donc en anode. Et après l'opération de lixiviation, donc on retrouve une anode ici qui est exempte de platine. Donc, le platine est lixivié sous forme d'hexachloroplatinate. Ce complexe étant ensuite réduit à la cathode. Et on voit ici donc un dépôt métallique de platine. Donc, c'est un procédé dont on venait de démontrer la faisabilité en utilisant un mélange de liquide ionique et on s'est dit, bah, tiens, on va essayer avec d'autres métaux précieux. Et ça a fait l'objet de la thèse de Benoît Villemejane, qui va bientôt soutenir sa thèse d'ailleurs. Et on s'est intéressé au palladium et à l'or. Alors, au cours de la thèse de Benoît, on a fait une étude un petit peu plus systématique on va dire, des comportements électrochimiques des différents métaux. Donc ici, vous avez un mélange de liquide ionique, donc toujours le même, dans lequel on a étudié le comportement notamment de l'or. Donc la figure que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une voltampérométrie cyclique. Donc on fait varier en fait le potentiel de l'électrode et on va enregistrer la valeur de la densité de courant en réponse à cette variation de potentiel. Donc en rouge, vous voyez ici le signal qui est enregistré à une électrode d'or. Donc le signal qui est positif ici, le pic que vous voyez, il correspond en fait à l'oxydation de l'or dans le milieu. Et on voit donc que l'or peut être électrolixivié avant l'oxydation des anions constitutifs du liquide ionique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir électrolixivier l'or sans dégrader par oxydation le liquide ionique. Et d'un autre côté, vous voyez ici, donc l'or qui a été électrolixivié, le pic négatif, avec un courant négatif ici, il correspond à l'or que l'on va électrodéposer donc, sur l'électrode portée en cathode. Et on voit que l'on peut électrodéposer l'or dans le domaine de ce qu'on appelle le domaine d'électroactivité de l'électrolyte, c'est-à-dire dans le domaine dans lequel il ne va pas être, on va dire, dégradé. Donc, on va pouvoir réduire l'or bien avant la réduction du cation du liquide ionique. Donc, ces mélanges sont relativement stables d'un point de vue électrochimique, ils sont très stables et permettent donc ce procédé.
Un des inconvénients, cependant, c'est qu'en fait, on va avoir une limitation de la vitesse de lixiviation et une limitation de la concentration en espèces métalliques dans le milieu par la concentration en ligand. Donc, vous voyez ici que la densité de courant, elle présente un maximum lors de l'électrolixiviation et ce maximum, il est lié en fait à la concentration faible en ligand. Alors, on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va augmenter la concentration en ligand, sauf que le problème, c'est que dans ces mélanges, lorsqu'on augmente la concentration en ligand, on va également fortement augmenter la viscosité, ce qui, en termes de transport de matière, est relativement défavorable. Donc, vous voyez ici, par exemple, on va doubler la viscosité lorsque l'on va multiplier par 10 la concentration en ligand. Alors, c'est là que Benoît s'est tourné vers les solvants eutectiques profonds. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, dans le cas de l'éthaline, alors moi, je vous ai vendu tout à l'heure les liquides ioniques comme étant moins visqueux que les DES, mais en fait, l'éthaline, c'est une des exceptions. Donc, l'éthaline, si vous regardez ici, elle va avoir la même viscosité que le mélange qu'on a utilisé précédemment, sauf qu'elle va être beaucoup plus conductrice, enfin deux fois plus conductrice, donc là on va réduire les phénomènes de chute atomique, et on va avoir surtout une concentration en ligand qui va être 40 fois plus élevée que ce qu'on avait précédemment. Et si on reprend maintenant les courbes électrochimiques, la courbe en bleu est celle qui est tracée dans l'éthaline, donc ce mélange de chlorure de choline et d'éthylène glycol, eh bien, on voit ici que l'on n'a pas de maximum de densité de courant, en tout cas dans la gamme de densité de courant que je vous présente ici. Et on voit clairement du coup qu'on ne sera pas limité pour l'étape d'électrolixiviation par la concentration en ligand. En revanche, ce que l'on observe, c'est qu'on a toujours une limitation ici. On a un courant maximum en réduction. Ça, c'est lié en fait à la concentration en cation métallique. Ceci dit, si on augmente la concentration en ligand, en théorie, on va devoir pouvoir augmenter la solubilité des espèces métalliques dans le milieu. Donc, en augmentant la solubilité des espèces métalliques, on va pouvoir atteindre des vitesses de procédés qui seront plus élevées. Alors, en ce qui concerne la vitesse de lixiviation, à présent, on est sur un ordre de grandeur à peu près 20 fois, un peu plus de 20 fois plus important dans un milieu DES tel que l'éthaline par rapport au milieu liquide ionique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est une bonne alternative, en tout cas pour cette application, au liquide ionique des DES. Et voici donc les essais qu'on a fait de couplage, électrolixiviation, électrodépôt. Donc, vous avez ici une cellule électrochimique qui a un volume d'à peu près 100 millilitres. On retrouve ici l'électrode, donc un support de carbone sur lequel on va placer le métal à lixivier. On va coller en fait une plaque de métal à lixivier dessus. Et en face, vous avez parallèlement, ici, vous avez la cathode, qui est une cathode en carbone. Ici, c'est une électrode de référence qui permet de suivre la valeur du potentiel ou de l'imposer, suivant qu'on soit en milieu galvanostatique ou potentiostatique. Et on a au milieu, on ne la voit pas très bien ici, mais on a une pale d'agitation qui permet donc d'agiter la solution. Alors, les résultats qu'on a obtenus, ils sont relativement intéressants. Vous voyez ici en bas, donc la cathode, dans le cas de l'or, on voit qu'on obtient un dépôt de plusieurs centimètres carrés ici, donc qui est relativement homogène, qui est compact. Ce dépôt, si on utilise une petite pince, on peut décoller le coin et il se décolle en fait comme une feuille d'or métallique. Donc, c'est relativement intéressant. En ce qui concerne le palladium, on a eu des petites difficultés parce qu'en fait, pour le palladium, on a une coréduction de l'eau parce que ces milieux ils sont très hygroscopiques, donc on a quand même une proportion d'eau assez importante là-dedans. Donc, on a simplement abaissé la densité de courant appliquée et on a réussi à obtenir des dépôts plus compacts, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, on voit on a un rendement faradique d'électrolixiviation et un rendement faradique d'électrodépôt qui sont plutôt bons. La vitesse de dissolution est plus faible que ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, tout simplement parce que pour l'instant, les essais qu'on a faits sont des concentrations relativement faibles en métaux. Mais il va de soi que si on augmente la concentration en métaux, on va pouvoir augmenter la vitesse d'électrodépôt. On ne sera plus limité par la concentration de l'espèce métallique dans le milieu. On a une tension de cellule qui est tout à fait acceptable, surtout dans le cas de l'or. Et donc, on s'est dit, ça c'est quand même relativement intéressant. À quoi est-ce qu'on pourrait l'appliquer comme déchet réel? Et donc, on s'est dit, on va pouvoir l'appliquer, par exemple, à la récupération de métaux précieux qui sont contenus dans des cartes électroniques. Alors, ça fait l'objet d'un projet qui vient de démarrer, qui est subventionné par l'ANR, qui associe Terra Nova Développement, qui est un industriel du nord de la France, qui traite des cartes électroniques, donc l'Institut Jean Lamour, le laboratoire de réaction et génie des procédés et le CEA de Grenoble, donc, qui a été notre partenaire dans l'ensemble, dans les deux thèses, en tout cas, qui ont précédé.
Alors, l'idée, ce n'est pas de récupérer directement les métaux précieux contenus dans les cartes électroniques, c'est un déchet qui est bien trop complexe, mais c'est d'utiliser en fait un concentré de métaux précieux que produit Terra Nova à partir de ces cartes électroniques. Donc, ce concentré de métaux précieux, il contient 90% d'argent, il va contenir à peu près 5% d'or et 2% de palladium, ce qui donc est extrêmement riche comme minerai, en tout cas comme minerai d'or et comme minerai de palladium. Et l'idée, c'est de développer un procédé à partir de ce concentré pour récupérer donc, essentiellement l'or et les métaux du groupe du platine, et plus particulièrement le palladium. Donc l'idée, c'est de récupérer ce mélange de métaux précieux qui sont en fait des bouts anodiques issus de l'électrolyse précédente qui a pour objet de récupérer le cuivre. Donc on a des bouts anodiques qu'il faudra mettre en forme pour en faire un matériau anodique qui va être utilisable dans ce procédé. On aura ensuite une étape où on va essayer de récupérer l'argent avec des procédés existants, type procédé Möbius par exemple, donc là en milieu aqueux, puisqu'en fait on a un déchet ici, enfin un concentré plutôt de métaux précieux qui va en composition correspondre à peu près à ce qui est utilisé comme anode soluble dans le cadre du raffinage de l'argent. Et ensuite, donc, on récupérerait ici un concentré qui contiendrait essentiellement de l'or et du palladium, idéalement. Et c'est là qu'interviendraient les solvants ioniques, donc une ou plusieurs étapes pour la séparation de l'or et du palladium, éventuellement du platine, s'il y en a suffisamment. Donc, liquide ionique ou dipeutectic solvent, pour l'instant, on va pencher plutôt pour les DES, mais on n'écarte pas complètement encore les liquides ioniques. Donc ici, on va utiliser plutôt en fait ce que François Lapic du LRGP appellerait un panier de frites. Donc ici, c'est un panier métallique, donc conducteur, qu'on relierait à la borne positive d'un générateur dans lequel on mettrait nos particules anodiques, donc pour pouvoir les électrolixivier, et on aurait donc en face une cathode pour la récupération donc, du métal visé. On a bon espoir d'avoir une sélectivité en ce qui concerne l'or, la séparation de l'or et du palladium, puisque si je vous représente ici des voltampérométries cycliques, en bleu, c'est le système du palladium et en rouge, c'est le système de l'or. Donc, on voit qu'au niveau lixiviation, les potentiels sont relativement proches. En revanche, au niveau de l'électrodépôt, eh bien, on peut déposer l'or à un potentiel qui est à peu près 700 à 800 millivolts d'écart par rapport au potentiel de dépôt du palladium. Donc là, il y a une sélectivité qui est possible d'un point de vue électrochimique. Alors après, on s'est quand même demandé si c'était réaliste. En tout cas, l'utilisation des DES, les liquides ioniques, c'est un petit peu plus compliqué pour essayer de savoir si c'est réaliste ou pas. Mais en tout cas, dans le cas des DES, alors si on part évidemment sur la production d'or et de palladium du MICOR dans une année, bien évidemment, avec les densités de courant qu'on a actuellement, c'est absolument pas réaliste. Ça, c'est les surfaces d'électrodes qu'il faudrait qu'on ait pour pouvoir avoir la production du MICOR. Ceci dit, on n'est pas aussi prétentieux. Donc, on va se baser sur, on va dire plutôt les petites installations qui vont traiter, alors ce n'est pas 50 tonnes de D3E, excusez-moi, c'est 50 tonnes de cartes électroniques, ce qui fait déjà plus. Donc là, c'est dans le futur. Pour l'instant, ce n'est encore pas le cas. Donc, si on regarde la teneur en or et en palladium, on voit qu'on peut récupérer par an 50 kg d'or et 5 kg de palladium. Et pour ça, il faudrait, d'après nos valeurs de densité de courant, une surface d'à peu près 0,3 mètres carrés. Donc, ce qui est tout à fait réaliste, envisageable en tout cas. En termes de volume d'électrolyte, si on part sur de l'éthaline, on va partir, alors moi je suis partie là arbitrairement sur une trentaine de litres. Ça représente à peu près un coût de 130 € quand on l'achète au détail. Si on l'achète en gros, ça sera encore moins cher. Donc c'est un coût tout à fait intéressant. Ensuite, d'un point de vue recyclage, eh bien, on part donc sur du chlorure de choline, ça c'est biosourcé. Alors l'éthylène glycol, on travaille à son remplacement actuellement par un cosolvant qui serait un petit peu plus vert. Et si on compare donc ce coût par rapport à ce que au coût, on va dire, au cours actuel de l'or et du palladium, on voit que ça représente par an 2,5 millions d'euros. Donc là, d'un point de vue économique, ça pourrait tenir la route. Alors bien entendu, il y a un certain nombre de verrous, la liste n'est pas exhaustive. Donc les verrous, c'est donc l'objet de ce projet qui vient de démarrer. C'est notamment d'étudier la durée de vie des électrolytes, parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas parce que c'est vert et économique qu'il faut le jeter par la fenêtre. Donc la durée de vie des électrolytes, avec notamment la gestion des impuretés métalliques solubles et insolubles, les impuretés organiques éventuelles, l'évolution de la composition de l'électrolyte, la concentration en ligand, la concentration en espèces métalliques et son impact sur le procédé, et ainsi que les pertes d'électrolytes qu'il va falloir quand même minimiser. Concernant le traitement des fluents, donc, il y a un possible transfert partiel de l'électrolyte dans les phases aqueuses, lors notamment des opérations de rinçage, de purge et de soutirage, donc voir comment est-ce qu'on va traiter ce type d'effluent.
Et ensuite, le dernier verrou qui n'est pas des moindres, qui est la problématique du changement d'échelle. En effet, dans ce genre de milieu, il y a une méconnaissance assez forte des mécanismes réactionnels. Donc, dans ce projet, on se propose de déterminer justement un certain nombre de constantes cinétiques, notamment de transport de matière, ce qui devrait nous permettre eh bien, de pouvoir établir un modèle. Donc ça, c'est le travail de François Lapique au LRGP. Donc de pouvoir établir un modèle et ainsi de pouvoir développer un réacteur de manière relativement carrée, on va dire. Ensuite, un autre paramètre important, c'est l'étude de la variabilité des propriétés au cours du process, puisque ces liquides, ces solvants ioniques, qui sont particulièrement sensibles en termes de viscosité et de conductivité aux conditions de travail extérieures, notamment la température ou encore la teneur en eau. Donc, il s'agit de trouver finalement un procédé qui puisse fonctionner, on va dire, dans une gamme de température et de teneur en eau relativement large. Voilà, et ben j'en terminerai avec un grand merci, notamment pour les étudiants qui ont travaillé sur l'ensemble des résultats que je vous ai présentés, plus particulièrement Maxime et Benoît. Donc, la totalité des résultats que je vous ai présentés sont issus de leurs travaux de thèse. Je remercie également l'ensemble des chercheurs qui ont travaillé et qui travaillent encore avec moi. J'espère n'avoir oublié personne, ainsi que donc les différents organismes qui ont financé cette recherche. Et je vous remercie enfin pour votre attention. Merci Sophie pour cette très belle présentation. Alors, on est dans les temps, donc on a 15 minutes jusqu'à 15 heures pour répondre à des questions. Alors, il y a déjà des questions qui sont arrivées par le chat. Alors, pour les participants qui n'étaient pas connectés au tout début, donc je vous invite à envoyer vos questions via le chat. C'est comme ça qu'on a fait dans les précédents webinaires et c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, Sophie. Tu es prête? Oui. Alors, première question qui est posée par Vincent Fenrol. Donc, tu as présenté donc, des petits tubes à essai, donc c'est des travaux de Abbott avec des oxydes, différents oxydes, et tu as parlé de facilement solubiliser. Alors, la question de Vincent Fenrol, c'est quelle valeur de solubilité peut-on attendre en ordre de grandeur? 1 mol par litre, 10 mol par litre, moins, plus? Alors, ça va dépendre bien évidemment de la nature des oxydes, mais je dirais que pour certains, moi je pense qu'une solubilité molaire, c'est envisageable pour certains oxydes, pour d'autres c'est plutôt décimolaire. Voilà. Ensuite, une double question de Cléophée Gourmand. Alors, la première question, c'est quelle est la toxicité des liquides ioniques? Si tu avais des exemples. C'est une question qui est très vaste. Je pense qu'il faudrait un séminaire complet pour en discuter. En fait, les liquides ioniques, ils sont composés, donc, surtout on va dire les cations à longue chaîne alkyle posent problème puisqu'ils vont être lipophiles. Et donc, du coup, on va avoir une problématique d'un point de vue, on va dire, toxicité vis-à-vis donc, de l'humain et des animaux. Après, il faut modérer cette toxicité par le fait qu'en général, plus la chaîne alkyle est longue, moins ils sont solubles dans l'eau. Donc, en fait, voilà, ça va plus ou moins se compenser. On va avoir des liquides ioniques qui vont être plus toxiques, mais moins solubles. Donc, on va avoir des concentrations qui sont beaucoup plus faibles dans les phases aqueuses qui vont être en contact de ces phases organiques, notamment après des contacts lors des phases d'étapes d'extraction liquide-liquide. Donc, la toxicité, je ne l'ai pas en tête, là j'avoue, mais elle n'est absolument pas négligeable. Alors, deuxième question de Cléophée Gourmand. Dans l'exemple des liquides ioniques supportés, est-ce qu'une lixiviation, c'est-à-dire une perte de liquide ionique, a été notée? Et si oui, quelles techniques de caractérisation permettent de surveiller cette perte? Alors, oui, il peut y avoir des pertes, elles sont quand même relativement modérées parce qu'en fait, le liquide ionique, il est fixé avec une liaison chimique sur le support. Donc, les pertes, elles sont quand même très limitées. Après, la détection, j'avoue que là, je n'ai absolument pas regardé dans le détail, on va dire, cet aspect-là, mais je suppose probablement par des méthodes chromatographiques, je suppose. Alors, on continue. Question suivante. Alors, une question d'Alexandra Ferreira. J'ai une question concernant les solvants eutectiques. Vous avez affiché un diagramme eutectique qui montre que la température eutectique est plus faible en réalité que pour un mélange idéal. Quelle en est la raison?
Je pense que la raison, c'est justement les interactions, les fortes liaisons hydrogène. En fait, on connaît encore assez mal les interactions qu'il peut y avoir dans ce type de solvant. Donc, il va y avoir des interactions type liaison hydrogène qui sont particulièrement fortes. Par ailleurs, c'est des solvants qui vont posséder aussi d'autres types d'interactions, interactions de Van der Waals, différentes choses. Donc, effectivement, là, on va se retrouver avec des interactions qui sont particulièrement favorables. Ensuite, il y a Corentin Play. Alors, ce n'est pas une question, il est intéressé par la référence 207 que tu as utilisée dans ta présentation. Et il y a Vincent Fenrol qui vient donc d'ajouter une question. Elle est la suivante. La densité de courant appliquée pour récupérer le palladium et l'or est très faible. Si vous augmentez le potentiel et donc la densité de courant, vous perdez trop en sélectivité. Est-ce que c'est ça, point d'interrogation? Alors, pour l'instant, effectivement, c'est très faible. En fait, pour l'instant, on n'a pas. Enfin, Benoît a fait quelques essais de sélectivité, mais c'est pas forcément si simple que ça. Donc là, les densités de courant que j'ai présentées, c'est uniquement pour les métaux seuls. Alors, si on augmente la densité de courant, ce qui va se passer pour le palladium, c'est que pour l'instant, on travaille sur des concentrations qui sont encore faibles, sachant que la solubilité du palladium sous forme complexée, elle est extrêmement élevée. Donc, on devrait pouvoir, on va dire, surmonter ce verrou actuel. La seule chose, c'est que c'est une manip qui coûte extrêmement cher, en fait. Donc, pour l'instant, on a travaillé d'un point de vue académique sur des solutions peu concentrées, mais les essais qui ont été faits par Benoît montrent qu'on peut monter à des teneurs qui sont relativement élevés en palladium. En tout cas, on pourrait au moins avoir un facteur 10 ou un facteur 20 en termes de concentration par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc là, pour le coup, on devrait vraiment pas avoir de limitation tant que ça sur la densité de courant. La limitation qu'on va avoir après, c'est sur l'électrodépôt, puisque comme je l'ai montré, en fait, on va avoir la réduction de l'eau avec un dégagement d'hydrogène. Et le problème, c'est que le palladium, une fois qu'on a fait une couche de palladium, le palladium est bien connu pour catalyser cette réaction de réduction de l'eau. Et donc, on va favoriser la formation d'hydrogène. Donc, on ne pourra pas non plus monter très fortement en densité de courant, parce que sinon, on va perdre en rendement faradique et en qualité de dépôt en même temps. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions, mais tu as beaucoup de félicitations dans le chat, Sophie, pour la qualité de ta présentation. C'est gentil, merci. Voilà. Par contre, la référence 207, je ne me souvenais pas avoir numéroté les références. Alors, attends, je te relis la remarque de Corentin Play. Bonjour et merci pour votre présentation. C'est les silices, d'accord. J'ai une question sur la récupération du platine par des silices mésoporeuses. D'accord, ok. Eh bien, je vais de ce pas, oui, il faudrait juste que je trouve si vous pouvez me donner juste votre adresse email ou dans le chat, comme ça, je la récupère et je vous envoie ça dès que possible. Alors, il y a Vincent Georgeot récemment connecté. Bonjour Vincent, qui pose une question. Avez-vous testé l'électrodissolution et déposition du platine ou du palladium sur des catalyseurs de pot d'échappement? Non, pas directement encore. Non, on n'a fait que les piles à combustible pour le platine. Donc, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais non, on n'a pas fait ça encore sur les catalyseurs. Là, on est parti à fond dans les déchets électroniques, mais pourquoi pas? C'est certainement très intéressant. Oui. C'est une application, effectivement, voilà, en tout cas, en ce qui concerne la récupération du palladium, qui est tout à fait pertinente. Bien. Alors, je viens de m'apercevoir brusquement d'une différence entre un séminaire virtuel et un séminaire réel. C'est que là, on n'aura pas le tonnerre d'applaudissements. C'est pas grave. À moins que tous les participants qui sont actuellement 89 mettent tous leur micro, mais on va peut-être pas essayer. Merci encore, Sophie. Merci encore, Sophie. Et donc, j'invite Noureddine à partager son diaporama. Alors, il faut que je quitte le mien. Et Sophie, oui, à départager le sien.